Chapitre 29. J'ai accepté un pot de vin. À cette époque de ma vie, je me rendis compte que l'économie mondiale était vraiment entrée dans une ère nouvelle. Les événements déclenchés durant le règne de Robert McNamara, l'un de mes modèles, au secrétariat à la défense s'étaient aggravés au-delà de mes pires craintes. Son approche keynésienne de l'économie et sa défense d'un leadership agressif étaient devenues omniprésentes. Le concept d'assassin financier s'était étendu jusqu'à inclure tout genre de cadres d'une grande diversité d'entreprises. Bien qu'ils n'eussent pas été recrutés ni profilés par la NSA, ils exerçaient les mêmes fonctions. La seule différence, c'est qu'ils ne s'impliquaient pas nécessairement eux-mêmes dans l'utilisation des fonds provenant de la communauté bancaire internationale. Alors que l'ancienne branche, celle à laquelle j'avais appartenu, continuait à proliférer, la nouvelle version revêtait des aspects encore plus sinistres. Durant les années 80, des jeunes hommes et des jeunes femmes montèrent les échelons de la hiérarchie des cadres moyens en croyant que la fin, c'est-à-dire un meilleur résultat financier, justifiait les moyens. L'empire global n'était qu'un moyen d'augmenter les profits. Ces nouvelles tendances étaient typiques de l'industrie énergétique dans laquelle j'œuvrais. Le Public Utility Regulatory Policy Act, entre parenthèses PURPA, loi sur la politique réglementaire des services publics, fut adopté par le Congrès en 1978, subit toute une série de contestations juridiques et devint enfin loi en 1982. Le Congrès l'avait originellement conçu comme un moyen d'encourager les petites entreprises indépendantes, comme la mienne, à développer des carburants de substitution et d'autres approches innovatrices pour produire de l'électricité. En vertu de cette loi, les compagnies de services publics étaient requises d'acheter de l'énergie produite par les petites compagnies à des prix honnêtes et raisonnables. Cette politique résultait du désir de Carter de réduire la dépendance pétrolière des États-Unis. Il s'agissait de réduire leur dépendance à l'égard de tout pétrole, non uniquement du pétrole importé. La loi avait clairement pour but d'encourager à la fois les sources d'énergie de substitution et le développement de compagnies indépendantes reflétant l'esprit entrepreneurial américain. La réalité fut cependant tout autre. Durant les années 80 et 90, l'accent fut mis sur la déréglementation plutôt que sur l'esprit d'entreprise. La plupart des petites compagnies indépendantes furent absorbées par les grandes firmes d'ingénierie et de construction ainsi que par les compagnies de services publics. Ces dernières trouvèrent des vides juridiques leur permettant de créer des consortiums, lesquels pouvaient posséder à la fois des compagnies de services publics réglementées et les entreprises indépendantes de production d'énergie déréglementées. Plusieurs lancèrent des programmes hardis pour conduire à la faillite les entreprises indépendantes afin de les racheter. D'autres partirent de zéro et développèrent leurs propres compagnies indépendantes. L'idée de réduire notre dépendance pétrolière fut oubliée en cours de route. Reagan était grandement redevable aux compagnies pétrolières et Bush avait fait fortune comme pétrolier. De plus, la plupart des acteurs clés et des membres du cabinet de ces deux gouvernements appartenaient à l'industrie pétrolière ou aux compagnies d'ingénierie et de construction qui lui étaient liées. Enfin et en dernière analyse, les compagnies pétrolières et les entreprises de construction n'étaient pas partisanes. Plusieurs démocrates avaient profité d'elles et leur étaient également redevables. IPS maintint sa vision d'une énergie profitable à l'environnement. Nous étions attachés aux buts originaux du PURPA et semblions bénis des dieux. Notre entreprise était l'une des rares compagnies indépendantes à avoir non seulement survécu, mais prospéré. Il ne fait aucun doute que nous le devions à mes services rendus à la corporatocratie. Ce qui se passait dans le domaine de l'énergie relevait d'une tendance mondiale. Les préoccupations sociales et environnementales ainsi que les autres questions concernant la qualité de la vie cédèrent le pas à la cupidité. L'accent fut mis prioritairement sur la promotion de l'entreprise privée. On le justifia d'abord théoriquement en faisant valoir que le capitalisme était supérieur au communisme et qu'il l'éliminerait. Cette justification finit toutefois par perdre sa nécessité. Alors, on accepta tout simplement a priori que les projets des riches investisseurs étaient intrinsèquement meilleurs que ceux des gouvernements. Les organisations internationales comme la Banque mondiale gobèrent cette idée et préconisèrent la déréglementation et la privatisation des systèmes d'aqueducs, d'égouts, des réseaux de communication ou de services publics, ainsi que d'autres installations qui jusque-là avaient été gérées par les gouvernements. Il fut conséquemment plus facile de répandre davantage le concept d'assassin financier dans le milieu, de manière à pouvoir confier à des cadres appartenant à un large éventail d'entreprises des missions autrefois réservées à quelques individus soigneusement recrutés.
Ces cadres se déployèrent partout sur la planète, à la recherche de la main-d'œuvre la moins chère, des ressources les plus accessibles et des plus grands marchés. Ils étaient impitoyables dans leur approche. Comme les assassins financiers qui les avaient précédés, je l'avais fait en Indonésie, au Panama et en Colombie, ils trouvaient le moyen de rationaliser leurs méfaits. Et tout comme nous, ils prenaient au piège des communautés et des pays en leur promettant une prospérité qui leur permettrait d'utiliser le secteur privé pour rembourser leurs dettes. Ils leur construisaient des écoles et des autoroutes, leur fournissaient des appareils téléphoniques, des téléviseurs et des services médicaux. Au bout du compte, cependant, s'ils trouvaient ailleurs de la main-d'œuvre moins chère ou des ressources plus accessibles, ils s'en allaient. Lorsqu'ils abandonnaient ainsi une communauté dont ils avaient nourri les espoirs, les conséquences étaient souvent catastrophiques, mais ils le faisaient apparemment sans la moindre hésitation ni le moindre scrupule. Je me demandais toutefois quel effet cela avait sur leur psyché. Passaient-ils par des périodes de doute, tout comme je l'avais fait ? Avait-il déjà vu une jeune femme se baigner dans un canal pollué pendant qu'un vieillard, non loin d'elle, déféquait dans l'eau ? N'y avait-il plus aucun Howard Parker pour poser des questions difficiles ? Malgré le succès d'IPS et ma réussite familiale, j'avais des moments de dépression. Je craignais pour l'avenir de ma fille et ressentais une énorme culpabilité pour le rôle que j'avais joué. En rétrospective, je m'apercevais de l'existence d'un courant historique très troublant. Le système financier international moderne fut créé vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lors d'une rencontre des dirigeants de plusieurs pays qui eut lieu à Bretton Woods, au New Hampshire, mon État natal. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international furent créés afin de reconstruire l'Europe ravagée, et l'opération fut une réussite remarquable. Le système prit rapidement de l'expansion et fut bientôt sanctionné par tous les alliés importants des États-Unis qui y virent un remède à l'oppression. Nous étions certains qu'il nous sauverait tous de l'influence pernicieuse du communisme. Je me demandais néanmoins où tout cela nous conduirait. Dès la fin des années 80, il devint manifeste, avec l'effondrement de l'Union soviétique et du mouvement communiste mondial, que le combat contre le communisme n'était plus le but que l'on poursuivait. Il était également évident que l'empire global, enraciné dans le capitalisme, aurait le champ libre. Comme le fit observer Jim Garrison, président du Forum sur l'état du monde. Cumulativement, l'intégration du monde dans son ensemble, particulièrement en termes de globalisation économique et en regard du mythe du capitalisme de libre marché, représente un véritable empire en soi. Aucun pays du globe n'a pu résister à l'attrait puissant de la globalisation. Quelques-uns ont pu échapper aux ajustements structurels et aux conditions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ou à l'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce, toutes ces institutions financières internationales qui, bien qu'inadéquates, déterminent encore et toujours la signification et les règles de la globalisation économique et décident qui sera récompensé pour sa soumission et qui sera puni pour infraction. Le pouvoir de la globalisation est tel que nous verrons sans doute de notre vivant l'intégration, fût-elle inégale, de toutes les économies nationales du monde en un seul système global de libre marché. Alors que je réfléchissais à ces questions, je décidai qu'il était temps d'écrire un livre révélateur intitulé « La conscience d'un assassin financier », et je ne fis aucun effort pour m'en cacher. Même aujourd'hui, je ne suis pas de ces auteurs qui écrivent dans la solitude. J'ai besoin de discuter de mon travail avec d'autres personnes, car elles peuvent m'inspirer tout en m'aidant à me rappeler les événements passés et à les replacer dans leur contexte. J'aime lire des passages de manuscrits à mes amis afin de voir leurs réactions. Cela comporte évidemment un risque, mais c'est la seule façon de travailler qui me convienne. Ce n'était donc un secret pour personne que j'écrivais un livre sur mes activités passées. Un après-midi de 1987, un autre ancien partenaire de Maine me contacta pour m'offrir un contrat de consultation extrêmement lucratif avec Stone & Webster Engineering Corporation, entre parenthèses SWEC. À l'époque, c'était l'une des plus importantes compagnies d'ingénierie et de construction du monde, et elle tentait de se tailler une place dans l'industrie énergétique en pleine transformation. Mon contact m'expliqua que je devrais me rapporter à sa nouvelle filiale, une entreprise indépendante de développement énergétique calquée sur les compagnies comme la mienne. Je fus soulagé d'apprendre que l'on ne me demanderait pas de m'impliquer dans un projet international d'assassinat financier. En fait, me dit-il, on ne s'attendait pas vraiment à grand-chose de ma part. Comme j'étais l'une des rares personnes à avoir fondé et à diriger une compagnie énergétique indépendante qui prospérait, je jouissais d'une excellente réputation dans l'industrie.
Sweck désirait surtout utiliser mon curriculum vitae et m'inclure dans sa liste de conseillers, ce qui était tout à fait légal et conforme aux pratiques normales de l'industrie. Cette offre était particulièrement attrayante parce que, en raison de plusieurs circonstances, j'envisageais de vendre IPS. L'idée de me joindre à l'équipe de Sweck et de recevoir en retour une énorme provision me plaisait donc beaucoup. Le jour où il m'engagea, le PDG de Sweck m'invita à luncher avec lui. Nous avons alors parlé de choses et d'autres, et ce faisant, je me rendis compte que j'avais réellement envie de revenir au métier de consultant, d'abandonner la direction d'une compagnie énergétique complexe, la charge de la centaine de personnes impliquées dans la construction d'installations, et toutes les obligations liées à la construction et à l'opération de centrales électriques. J'avais déjà trouvé comment je dépenserais la provision substantielle qu'il m'offrirait. J'en utiliserai au moins une partie pour fonder un organisme à but non lucratif. Au dessert, il aborda le sujet d'un livre que j'avais déjà publié, The Stress Free Habit. Il me déclara qu'on lui en avait dit beaucoup de bien, puis il me fixa dans les yeux. « Avez-vous l'intention d'écrire d'autres livres » me demanda-t-il. Mon estomac se crispa. Je compris soudain que c'était là la raison de toute l'affaire. Je lui répondis sans la moindre hésitation. « Non, je n'ai pas l'intention de publier d'autres livres pour l'instant. »« Je suis heureux d'entendre cela, me dit-il. Notre compagnie tient beaucoup au secret. Tout comme Maine. »« Je comprends. » Il se détendit en souriant. Évidemment, des livres comme celui-ci, sur le stress et d'autres sujets semblables, sont parfaitement acceptables. Ils peuvent même parfois faire avancer une carrière. Comme consultant de Sweck, vous êtes tout à fait libre de publier ce genre d'ouvrage. Il me regarda comme s'il attendait une réponse. C'est bon à savoir. Oui, parfaitement acceptable. Évidemment, il va sans dire que vous ne devez jamais mentionner le nom de cette compagnie dans vos livres et que vous n'écrirez jamais rien concernant la nature de notre travail ou de celui que vous avez effectué pour Maine. Vous ne traiterez pas de sujets politiques ni n'évoquerez aucune transaction avec les banques internationales pour des projets de développement. C'est une simple question de confidentialité, conclut-il en me dévisageant. Cela va de soi, lui assurai-je. Pendant un instant, j'eus l'impression que mon cœur avait cessé de battre. Je ressentis la même chose qu'avec Howard Parker en Indonésie, avec Fidel dans les rues de Panama et avec Paula dans une cafétéria de Colombie. Je me trahissais de nouveau. Il ne s'agissait pas d'un pot de vin proprement dit, au sens de la loi, car il était tout à fait légitime pour cette compagnie de m'inscrire sur la liste de paye, de me téléphoner pour obtenir des conseils ou de me convoquer de temps à autre à une réunion, mais je comprenais pourquoi réellement on m'engageait. Il m'offrit une provision annuelle équivalente au salaire d'un cadre. Plus tard, le même jour, je me retrouvais dans un aéroport, stupéfié, en attente de mon vol pour la Floride. Je me sentais comme un prostitué. Pire, j'avais l'impression d'avoir trahi ma fille, ma famille et mon pays. Et pourtant, je n'avais pas tellement le choix. Je savais que j'aurais ensuite reçu des menaces si je n'avais pas accepté ce pot de vin.